Bonjour, vous êtes bien sur la chaîne Nourrir Manger et je suis Bruno Parmentier. Nous abordons aujourd'hui le chapitre F de ma petite encyclopédie qui traite des nouvelles contraintes que doit affronter l'agriculture. La première de ces contraintes, c'est le manque de terres agricoles et du coup, la lutte pour le contrôle des bonnes terres sur la planète. En effet, la terre reste un facteur de production essentiel pour pouvoir manger. Bon, on mangera un peu de ce qui sort de la mer, des poissons, des crustacés, bientôt des algues, etc. Mais enfin, ça restera minoritaire. On va continuer à manger comme depuis toujours de ce qui sort de nos terres. Combien de terres y a-t-il sur Terre? On voit bien, quand on voit une photo de l'espace, que la Terre, elle est bleue. La majorité de la surface de notre planète, c'est de l'eau. Donc, on ne peut pas y faire d'agriculture. Au fait, combien y a-t-il de terres immergées? Il y a 13 milliards d'hectares. Nous sommes 7 milliards et demi. Donc, vu comme ça, il y a 2 hectares de terre immergée par terrien. C'est pas mal. Mais c'est pas du tout une bonne question, ça. La vraie question, c'est pas combien y a-t-il de terres immergées, c'est combien y a-t-il de terres cultivables. Et là, surprise, la première fois qu'on regarde ça, on s'y regarde à 2 fois, on ne cultive que 15% de la surface immergée. 15%. À peine un quart d'hectare par humain. Alors c'est vrai que c'est difficile à comprendre au début. Parce que les Français notamment, ils ont du mal à comprendre ça, parce que quand on voyage en France, champ à droite, champ à gauche, champ devant, champ derrière, la France c'est que des champs. Mais attendez, c'est pas du tout le cas du reste de la planète. Tous ceux qui ont voyagé sur la planète se rendent compte qu'il y a plein d'endroits sur la planète où on peut faire 250 km sans voir un seul champ. Le champ en France, c'est la règle. Sur Terre, c'est l'exception. Regardons cette carte, par exemple. On ne cultive que là où c'est vert. C'est pas beaucoup. Déjà, on ne cultive pas partout où il fait trop froid. On ne cultive pas en Sibérie, au nord du Canada, etc., etc. Mais on ne cultive pas non plus là où il fait trop chaud, là où c'est trop sec. On ne cultive pas l'Arabie Saoudite, on ne cultive pas l'Australie, etc., etc. Mais même dans le vert, on ne cultive pas les montagnes. On ne cultive pas les villes. Et puis, tout le reste. Tous les endroits pollués ou érodés. Les routes, les voies ferrées, les autoroutes, les aéroports. Mais on ne cultive pas là où il y a des résidences secondaires, là où il y a des parkings de supermarchés, là où il y a des ronds-points, des bases de loisirs, etc. Ça, pour trouver d'autres utilisations à la terre que l'agriculture, on est très fort. Et à la fin, la terre cultivable est une denrée fort rare sur Terre. Même si on rajoute les prairies et puis les forêts productives, au total, la terre agricole, et pas seulement la terre cultivable, c'est à peine un tiers de la planète. Alors en France, on est plutôt privilégié, parce que c'est un peu plus de la moitié de la France qui est quelque part cultivable. Mais en Russie, c'est seulement que 13%. Au Canada, 7%. En Égypte, 4%. L'Égypte, c'est un désert, traversé par une rivière, c'est tout. Et donc, il y a beaucoup d'endroits où il n'y a pas beaucoup de terre possible. Alors, on a des réserves. Les principales réserves, c'est les forêts tropicales. Alors, les forêts tropicales, c'est fou, quoi. En période de réchauffement de la planète, quand même, il faut les garder. Mais enfin bon, on vous demande pas votre avis, probablement, parce que on les garde pas. On abat un maximum de forêts tropicales. Un maximum, Alors, sur cette photo, c'est en Indonésie, mais il se passe la même chose en Sibérie, il se passe la même chose en Afrique tropicale, il se passe la même chose, évidemment, en Amazonie.
On abat 18 millions d'hectares de forêts vierges chaque année, la moitié de la superficie de la Belgique. On est complètement cinglé de ce point de vue-là. Mais figurez-vous que malgré tout, on cultive moins de terre chaque année. On perd plus de terre qu'on en gagne. On urbanise, on bétonne, on goudronne, partout, partout. Et c'est même compté sans l'érosion, la pollution, la salinisation des terres dans de très nombreuses régions du monde. En fait, dans les pays tropicaux, c'est assez simple, il y a la forêt vierge, on l'abat, on cultive quelques années et ça devient le désert. Les forêts précèdent les hommes, les déserts les suivent. Oui, parce que dans les pays tropicaux, dès que c'est en pente et qu'il n'y a plus d'arbres, chaque pluie envoie la terre purement et simplement dans la mer et à la fin, il n'y a que du rocher. Au total, les terres pour faire des céréales, il n'y en a pas tant que ça. Et les céréales, c'est essentiel pour la nourriture des hommes et des animaux. Il faut se rendre compte qu'elles n'augmentent pas. On est arrivé à un maximum de 700 millions d'hectares pour faire des céréales sur Terre. On n'arrive plus jamais à ensemencer 700 millions d'hectares. On cultive moins de terre en céréales qu'il y a 40 ans dans les années 80. Donc, la terre, c'est fondamental puisqu'il n'y en a pas assez. Prenons quelques exemples pour illustrer ça. La Chine, par exemple. Il faut se rendre compte que les Chinois, ils construisent, mais comme des malades. Il faut se rendre compte que la moitié du ciment consommé dans le monde est en Chine. Actuellement, un bâtiment sur 2 construit dans le monde est en Chine. Au total, ce pays perd 1 million d'hectares par an de terres agricoles. 1 million d'hectares. Alors, venons-en en France. En France, la terre, elle compte pas. C'est-à-dire, il faut se rendre compte que même dans les villages les plus petits, c'est rare que ce soit un agriculteur qui soit maire. Alors les maires, ils ont d'autres soucis en tête, ils veulent leur zone industrielle, leur zone artisanale, leur base de loisirs, leur commerce. On veut des routes, on veut des ronds-points. Alors on est spécialiste européen des ronds-points. Il y a 70 000 ronds-points en Europe, dont 35 000 en France. Chaque rond-point, c'est un peu de terre à moins. Et puis, sans compter les aéroports, etc., etc. Parking de supermarché. Au total, on gèle 80 000 hectares par an en France. On gèle 80 000 hectares par an en France. L'équivalent d'un département tous les 7 ans. Regardez cette carte. Toutes les régions qui sont en marron ont perdu plus de 150 000 hectares en 20 ou 30 ans. Plus de 150 000 hectares. Depuis la Bretagne, Midi-Pyrénées, Rhône-Alpes-Côte d'Azur. Mais attendez, même, moi je suis originaire des Pays de la Loire. Les Pays de la Loire, c'est le recordman. Eux, c'est plus de 200 000 hectares. Et donc, quel sens ça a, par exemple, de dire je suis riche maintenant, je vais me payer 1 hectare de terrain pour construire ma maison à 30 km de la ville et puis je vais faire les allers-retours, mon épouse aussi, etc. C'est pas grave, on va réchauffer la planète tranquille. Mais attendez, c'est quand même bien de garder des terres pour manger. Et au total, la terre cultivable est une denrée de plus en plus rare sur Terre, alors même qu'il faut augmenter encore fortement la production agricole. Tiens, regardons ce champ. On va dire qu'il fait 1 hectare. Si on s'amuse à diviser le nombre d'habitants de la planète par le nombre d'hectares des champs cultivables, on a une donnée intéressante. Combien de personnes doivent se nourrir de ce champ? On s'aperçoit qu'en 1960, ce champ devait nourrir 2 personnes. Nourrir 2 personnes, ça veut dire en moyenne 365 jours, 3 repas par jour, 1000 repas par personne, 2 personnes. Il fallait sortir 2000 repas de ce champ. Ah oui, c'était le bon temps. Mais aujourd'hui, c'est beaucoup plus grave. Parce que il y a beaucoup plus de gens et moins de champs. Aujourd'hui, sur ce même champ, il faut se nourrir à 5. C'est-à-dire, il faut sortir 5000 repas de ce champ. Et demain,
Bah demain, faudra nourrir 6 personnes au moins de ce champ. Faudra sortir 6000 repas. Donc, la productivité à l'hectare est un défi colossal, un défi indispensable pour l'humanité. Quand on a compris ça, que le nombre de terres cultivables est relativement faible, on comprend qu'elles deviennent l'objet d'une lutte âpre sur terre. Alors ça a commencé dès le 18e, dès le 19e, parce qu'à ce moment-là, on n'était pas très bon en productivité agricole. On n'était pas bon en agriculture. Et en particulier en Europe, on était nombreux et on n'était pas très bon. Donc on avait faim. Ben, qu'est-ce qu'on faisait? On avait une petite supériorité technologique, on a été colonisé dans le monde entier. Sur cette carte, tout ce qui est en couleur, ça a été nos colonies. Ah ben, on a exporté nos pauvres, on leur a dit, ben, je te donne un billet, allez simple, pour Pétaouchnok, avec un fusil, trouve-toi une terre, fais-toi manger, puis si t'as du rab, on te le rachètera. Eh ben, c'était relativement simple. On était du bon côté du monde, et pour manger, on allait chercher des champs chez les autres. Oui, mais enfin, ça c'est fini. On a décolonisé, et puis ça a mauvaise presse maintenant, la colonisation. Donc, on est revenu chez nous. Oui, mais de nouveau c'est reparti. Parce qu'on manque de céréales. Et tous les riches du monde se disent, oui, mais les céréales, c'est quand même important. C'est bien d'avoir le contrôle des champs. Eh ben, c'est ce qu'on fait, mais on fait ça beaucoup plus discrètement maintenant. On le fait à coup de carnet de chèques, au lieu de le faire à coup de canonnière. Donc les riches du monde se mettent à acheter des terres. Tenez, par exemple, la Chine, la Corée du Sud. Ah, c'est normal, voilà des pays très peuplés qui se disent, avec l'augmentation des niveaux de vie, on va avoir du mal à se nourrir. Mais la Corée du Sud, c'est clair. Mais même la Chine, qui est la plus grande puissance agricole du monde, se dit, je vais avoir du mal. Ben, elle va acheter des terres. Souvenons-nous, par exemple, la Corée du Sud. Une boîte industrielle, Daewoo, a tenté d'acheter 1,3 million d'hectares à Madagascar. Mais vous savez pourquoi faire? Pour faire du maïs pour nourrir les cochons des Coréens. Ça a fait mauvais genre, ça a provoqué un coup d'État. Daewoo n'a pas réussi à avoir 100 millions, 300 000 hectares. Enfin, le problème reste et ça continue. En fait, les riches du monde louent ou achètent des terres à bas prix partout dans le monde. Alors ne croyez pas qu'il n'y a que la Chine et la Corée. Hein. Tiens, par exemple, il y a les pays secs et riches. Pourtant, ils ne sont pas très peuplés. L'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, ben, ça ne les empêche pas d'acheter des centaines de milliers d'hectares. Bon, dans des pays musulmans, on fait ça entre coreligionnaires. Bon, c'est vrai que ce land grabbing s'est développé d'une façon absolument considérable. Mais attendez, il n'y a pas que les Chinois et les Arabes. Hein. Mais attendez, il y a plein d'acheteurs de terre aux USA, en Grande-Bretagne, en Allemagne, aux Pays-Bas et même en France. Attends, ils ont l'embarras du choix, parce que des vendeurs, il y en a partout. Hein. Partout. Même en Europe. Tiens, en Europe, dans les ex-pays de l'Est. En Ukraine, en Roumanie, en Bulgarie. C'est souvent des très bonnes terres, mais bon, avec la désorganisation après le communisme, ils n'y arrivent pas. Eh ben, c'est des agriculteurs belges, français, etc., qui vont cultiver. Moi, ça me choque pas qu'il y ait des gens qui disent c'est pas normal quand même de ne produire que 2 tonnes de riz à l'hectare à Madagascar, alors qu'ailleurs en Afrique, par exemple, en Égypte, on en est à 8 tonnes. C'est pas normal. Et donc, d'un côté, qu'il y a des gens qui aident à augmenter la productivité des terres, ça rend service. Le problème, c'est que c'est pas pour faire à manger aux Malgaches. C'est pour faire à manger aux gens du Nord. Et ça, c'est quand même beaucoup plus choquant. Mais vous savez, on donne beaucoup de leçons, les Européens. Mais au fait, nos animaux, avez-vous remarqué qu'ils mangent du soja? Mais pas qu'un peu, hein. Le soja, qui sert à nourrir les animaux d'élevage en Europe, il couvre 20 millions d'hectares en Amérique latine, en Amérique du Sud. C'est l'équivalent de la superficie agricole française. Tout se passe comme si on avait décolonisé, d'accord, mais enfin on avait gardé une petite part pour la soif. Hein. L'équivalent
de la surface agricole française en Amérique latine, juste pour nos animaux. Et nous participons donc directement, mais absolument directement, à la déforestation d'Amazonie, à l'assèchement, etc., etc. On n'est pas innocent du tout. Hein. Mais tenez, cet achat de terre, il arrive même en France. Bon, ça a commencé par les vignobles les plus prestigieux. Les gens les plus riches du monde se sont payés des vignobles en Champagne, dans le Bordelais, etc. Bon, mais ça continue avec les terres céréalières. Il y a des Chinois qui commencent à acheter sérieusement des terres céréalières dans le bassin parisien. Mais attendez, c'est très inquiétant. Quand on sait que la population agricole française est très vieillissante et qu'à peu près la moitié des agriculteurs français vont prendre leur retraite dans les 10 années qui viennent, il faut se rendre compte que mathématiquement, la moitié de la surface agricole française va changer soit d'exploitant, soit de propriétaire, soit les deux. Est-ce qu'on prend des mesures ou pas? Ou est-ce qu'on se fait à l'idée de dire, finalement la France c'est comme les pays du tiers-monde, laissons le marché international et laissons les riches chinois ou américains ou d'Arabie Saoudite acheter nos terres. Bon, moi je suis pas sûr que ce soit une bonne politique pour la France. En tous les cas, les terres agricoles, c'est un enjeu fondamental pour l'avenir de l'humanité, d'autant plus qu'elles sont rares, mais il y a plein d'autres choses qui sont rares. Il y a l'eau, il y a l'énergie, etc., etc. On va voir ça dans d'autres chapitres. À bientôt pour voir d'autres aspects de l'alimentation du monde sur la chaîne Nourrir, Manger. Bonsoir.